Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal de la semaine. La direction d'Air France a confirmé qu'elle étudiait la fermeture de ses bases de province pour ses personnels navigants dans le cadre de la restructuration de son réseau domestique. Sont concernées les villes de Nice, Marseille et Toulouse. Le groupe a perdu plus de 7 milliards d'euros en 2020, soit 60% de son chiffre d'affaires. Air France veut se restructurer avec la suppression de plus de 4 900 postes. Dans les airs, toujours, les 14e rencontres économiques et territoriales ont pour thème l'aéroport de Nice-Côte d'Azur et les pistes de la reprise d'activité. Elles se dérouleront en visioconférence sur la plateforme Zoom le jeudi 8 avril de 14h à 15h30. Le transport aérien est au niveau mondial l'un des secteurs les plus touchés par la crise depuis un an. À Nice, le terminal 1 est encore fermé et le terminal 2 fonctionne encore au ralenti. Un fonctionnement avec des répercussions donc sur toute l'activité économique du département. Ce mercredi, s'est clôturée la 5e édition de la fête du court-métrage. Pour l'occasion, à Nice, la Cinémathèque a organisé un dispositif éducatif dans différentes écoles du département. Les élèves de l'école de Rothschild ont pu apprendre les rudiments de ce genre cinématographique. Reportage de la rédaction, regardez. Vous avez vu que pour des films aussi courts, les génériques sont longs aussi. Il y a énormément de gens il y en a qui sont spécialistes des contours pour faire les silhouettes des personnages. Il y en a qui sont spécialistes pour colorier. Ce matin, ce directeur artistique est venu à l'école Rothschild présenter 5 courts-métrages aux 22 élèves de cette classe de CE1. C'est vraiment un public particulièrement désireux de voir des films, qui est un peu neuf, qui est un petit peu innocent aussi, donc on peut aller assez loin en fait dans l'analyse finalement. Qu'est-ce qu'il y a comme rencontre, oui ? Il y a un monsieur avec un poisson. Ouais. Une autre façon d'apprendre qui plaît aux premiers intéressés. Moi j'aime mieux les dessins animés que les leçons de mathématiques. Un moment détente qui permet d'aborder de manière ludique des thématiques telles que celle de l'espace. C'est assez extraordinaire d'accueillir ça à la classe et même pour moi de leur montrer différents types de supports, la pâte à modeler, le dessin animé traditionnel. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on a travaillé et là c'est un petit peu terminer ce gros cycle de cinéma d'animation qu'on a déjà bien entamé. Ces films d'animation représentent une étape importante dans l'éducation artistique, quelque peu chamboulée par les circonstances sanitaires. Aujourd'hui, avec la Covid, on n'arrive plus à sortir de l'école. C'est un gros problème pour nous parce qu'on a beaucoup de mal à éduquer nos élèves à tout ce qui est les arts, quels que soient les arts. Avant, on avait accès au musée, on avait accès au cinéma, donc cette école était partie prenante d'école et cinéma avec de nombreuses classes déjà qui y participaient. Donc pouvoir faire rentrer la culture dans l'école et aussi facilement que cette proposition nous le permettait, c'est un gros avantage effectivement. Une initiative de la Cinémathèque de Nice dont le déroulé a connu quelques modifications. Voilà, je vous invite à découvrir notre salle où habituellement on accueille la fête du court-métrage de manière annuelle. Des sièges vides qui n'attendent plus que le public, même si pour la 2e année consécutive, la fête du court se déroule en ligne. Avec la crise actuelle, en fait, c'est vrai que c'est important de garder un contact avec le public et on essaie de proposer à tous nos abonnés un accès à la galaxie du court avec plus de 150 films en accès libre et gratuit. Cette année, la Cinémathèque de Nice aura sensibilisé près de 10 000 personnes et 22 000 élèves à la pratique du court-métrage. Et un rapport d'une 50aine de pages présentant 26 recommandations a été remis à la chancellerie pour améliorer le traitement des cold cases, c'est-à-dire des affaires non résolues. Établis par des magistrats, des avocats, des policiers ou encore des gendarmes, il préconise le recensement des dossiers anciens toujours en cours d'enquête, mais aussi les dossiers clôturés sans solution, ainsi que la mise en place d'un bureau des enquêtes criminelles cold case et de magistrats spécialisés. Cette affaire-là est bel et bien classée. Il n'y aura donc pas de tunnel sous le port de Nice. Le Conseil d'État a définitivement rejeté ce projet imaginé par l'ancien maire Jacques Médecin pour désengorger la circulation sur le quai des États-Unis. Son but était de transformer en skatepark géant avec des toboggans pour faire des loopings, spécialité niçoise bien connue.
À l'époque, il avait justifié ce projet de la manière suivante: il n'y a pas de raison que Marseille ait un tunnel sous son vieux port et pas Nice. Si l'on peut, on le poursuivra même jusqu'à Villefranche-sur-Mer. Le Conseil d'État a retenu qu'un tel ouvrage perturberait la vie maritime, en particulier la migration saisonnière des poissons au tout début du mois d'avril. Circulation toujours, mais cette fois-ci à bicyclette. Au moment où Bercy fait encore la promotion d'une prime limitée à 200 € pour l'acquisition d'un vélo électrique, la petite prime de 50 € maxi octroyée pour la réparation de son vieux clou s'est terminée ce jeudi 1er avril. Elle avait quand même permis à 1,5 million de bicyclettes de se refaire une jeunesse chez les réparateurs agréés, sachant qu'une machine bien entretenue peut éviter les accidents. La Commission européenne a autorisé, en vertu des règles de l'UE en matière d'aide d'État, la compensation accordée par la France à EDF suite à la fermeture anticipée de la centrale de Fessenheim. L'électricien a déjà reçu 370 millions le 14 décembre 2020 et touchera encore une indemnité à négocier. Pourquoi cette largesse européenne? Alors c'est parce que la fermeture d'une centrale permet de diversifier le bouquet énergétique français en stimulant la production d'électricité par d'autres source que le nucléaire. Un crime de lèse-majesté maintenant, en tout cas c'est à vous d'en juger. Pour une épreuve écrite interne de recrutement de la brigade anticriminalité de Toulon, l'examen mettait en scène Éric Dupond-Moretti, Gérald Darmanin et Jean Castex comme principaux protagonistes dans une affaire de vol avec violence, mais aussi quelques autres célébrités politiques. Un cas pratique qui n'a pas fait rire du tout la hiérarchie policière, qui a ouvert une enquête disciplinaire et administrative, nous explique la radio RMC. Le rédacteur de cet examen aurait peut-être dû attendre le 1er avril pour proposer son exercice. Et maintenant, l'Union fédérale des consommateurs vient d'assigner la Banque Postale devant le tribunal judiciaire de Paris pour faire des pratiques illégales de l'établissement qui contraint depuis quelques mois ses clients détenteurs d'un plan d'épargne logement à ouvrir un compte courant payant sous peine de clôturer leur PEL. Pour EFC, le PEL est un produit gratuit et aucune disposition légale n'impose à son détenteur d'ouvrir également un compte courant dans la banque concernée. Son intervention à l'amiable auprès de la Banque Postale n'a pas abouti. Et enfin, nous vous en parlions la semaine dernière, Maître Adrien Verrier et Maître Cécile Cheval ont été élus à la tête de l'ordre des avocats du barreau de Nice. Comme promis, Jean Prève a recueilli leurs propos pour vous, avec au programme leur volonté de moderniser les outils du barreau, mais aussi de l'amélioration des relations entre tous les acteurs de l'appareil de justice. Écoutez. Ce qui faisait sens dans cette profession, c'était être utile aux autres. Et c'est ce qui formalise notre engagement aussi, c'est qu'on a envie d'être utile aux autres. Et de voir que l'avocat a cette noblesse de trouver que l'essentiel de sa fonction aujourd'hui, c'est encore d'être utile aux autres, je trouve que c'est beau. Beaucoup d'avocats sont ponctionnés sur le plan, enfin sont plutôt transfusés sur le plan financier pour l'instant, ils sont soutenus, donc il n'y a pas de casse. Mais la casse, elle va peut-être arriver, elle sera corrélée évidemment aux sociétés de manière générale et à l'activité économique. Quand il va falloir rembourser les prêts. Nous, l'objectif, c'est qu'on soit présent et qu'on soit réactif et qu'on soit ultra dynamique sur cette question. Alors, pouvoir de l'ordre, il existe. Il y a une commission dédiée. On va créer une commission dédiée du Conseil de l'ordre restreinte, renforcée, avec des pouvoirs décisionnaires. Où il ne s'agira pas de faire des allers-retours permanents entre le Conseil de l'ordre classique vis-à-vis des justiciables par l'intermédiaire des commissions. C'est que la commission doit être autonome pour pouvoir agir en urgence, pour pouvoir éventuellement avancer des fonds, pour pouvoir prêter, pour pouvoir remettre en selle l'avocat, l'assister, le faire assister par des professionnels qui pourront l'aider, notamment sur le plan comptable, fiscal et au niveau des procédures collectives, et de lui apporter vraiment un accompagnement. On n'est pas là pour se substituer à lui, on n'est pas là pour lui faire du goutte à goutte. On est vraiment là pour l'accompagner, pour lui permettre d'amorcer son virage économique et de pouvoir se maintenir. En fait, quand on est avocat, on a deux métiers. On est avocat et chef d'entreprise. Donc c'est deux casquettes qui sont lourdes à porter au quotidien. Parce qu'être avocat, c'est être disponible pour ses clients, pour le service de la justice. Et être chef d'entreprise aussi, c'est faire tourner une entreprise
avoir cette rentabilité économique, anticiper sur les évolutions de la profession, gérer du personnel et parfois tout combiner, tout concilier est un vrai casse-tête. Et la lourdeur des charges pèse beaucoup sur la profession. Ils ont envie de plus d'écoute, plus de modernisation, donc dans ce qu'on avait préparé en amont, on est vraiment en phase avec les attentes des avocats, donc plus de respect aussi dans la fonction vis-à-vis des magistrats, donc ça correspond bien sur quoi on a travaillé. Alors, on avait travaillé là-dessus en amont, c'est-à-dire que dans notre programme justement, avant, voilà, en amont, et donc sur l'initiative d'un magistrat, on avait prévu d'instituer, et on veut le faire, hein, ça ne va pas changer la donne, sur proposition, d'organiser des rencontres justement régulières entre avocats et magistrats pour partager nos problématiques, nos ressentis d'audience et viser à l'amélioration. Donc là-dessus, il faut vraiment remettre au cœur du système judiciaire l'avocat, favoriser ces échanges-là et améliorer ce qui ne va pas. Leur expliquer, nous, nos problématiques, nos impératifs, et eux qui nous expliquent les leurs. Il n'y a pas forcément un regard bienveillant des magistrats vis-à-vis des avocats et des avocats vis-à-vis des magistrats. L'idée, c'est non pas d'en faire des amis, mais d'en faire des interlocuteurs où chacun comprenne la problématique de l'autre. Je pense qu'ils ont vraiment grandement aidé à retrouver un barreau paisible, digne, uni, et on s'inscrit vraiment dans leur continuité. Et c'est ainsi que s'achève votre journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis à la semaine prochaine.